me pose des questions compliquées, mais je vais y arriver. Enfin, je vais essayer d'y arriver. Ma haie plessée, elle ferait 1,60 m de haut, j'ai un peu de vue. Puis tous les 4-5 mètres, je mettrais une trogne à nouveau. Plesse, trogne. Tant que je fais ce métier, qu'il n'y a pas un agriculteur qui puisse être contre l'agroforesterie. Et je rajoute derrière, je mets virgule, à partir du moment où on peut passer plus de 2 heures avec lui. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu qu'on soit dans une forêt de trogne, parce que la trogne c'est le pilier de tout ça, et plus tu tailles, plus elle pousse, plus elle renseigne des champs mycorhiziens, plus elle crée du sol. On produit des œufs avec une valeur nutritive monumentale, de la biodiversité, ça chante l'oiseau, c'est bourré d'abeilles, il y a des essaims d'abeilles sauvages dans certaines trognes, un microclimat, etc. L'agroforesterie est la clé de voûte et peut-être la trogne la clé de sol. Sauf que foutre des trous, des tranchées partout sans avoir une vision globale agronomique, ça reste du génie civil. Et moi je pense qu'il faut du génie végétal. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va? Ça va plutôt très bien. Ouais. Sous les trognes exactement. C'est ça, super. Dans mon univers. Merveilleux, très joli cadre. Aujourd'hui, merci de participer, d'avoir accepté l'invitation pour cette série d'épisodes Sensei. L'idée c'est d'échanger, de transmettre aussi, d'essayer de transmettre et d'inspirer sur des pratiques liées au jardin-forêt, liées avec le respect du vivant et l'agriculture, l'agroforesterie. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, qui est un domaine assez important. Si tu veux, je peux te présenter un peu vite fait sur ton parcours, ou tu veux te présenter? Ah vas-y, ouais. Voyons. Tu es agronome de formation? Ouais, pas de formation, mais oui de formation. D'expérience? D'expérience et de formation, c'est-à-dire c'est une deuxième formation, c'est pas mon métier initial, j'ai fait le cours du soir, je suis revenu à l'agronomie. On va voir un peu justement ton parcours. Et tu as dirigé donc Arbres et Paysages 32. Ouais. Tu as accompagné beaucoup de fermes vers la transition justement plus vivante, plus respectueuse du sol. Tu as fondé le collectif Arbres et Civilisation. Oui. Cofondé, ouais, on est plusieurs, on est une vingtaine, ouais. D'accord, ok. Ouais, absolument. Tu as participé du coup activement au Centre National d'Agroécologie. Je ne savais pas qu'il y avait un centre national. Ouais. Du coup, tu fais aussi des formations via Vers de Terre Production. Notamment, oui, absolument. Ouais. Ton dernier livre, Éloge des indisciplinés, qui va mettre en lumière du coup les plantes qu'on appelle mauvaises herbes ou indésirables du coup, mais qui sont des vrais alliés précieuses pour le vivant. Et donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est de parler un peu de ton chemin de vie, de ton lien avec l'arbre et ta vision de l'agriculture, et en quoi l'agroforesterie peut nourrir notre réflexion aussi sur le jardin-forêt, du coup que tu as certainement entendu parler du jardin-forêt peut-être. J'en ai chez moi. Ouais, voilà, nickel. Je suis né dedans surtout, donc ça me parle bien. Génial. Donc voilà, justement, moi je trouvais ça intéressant, je me demandais comment tu décrirais tu présenterais ton métier à un enfant. Je sais pas si tu as des enfants. Ouais. Comment tu dis pour expliquer l'agroforesterie ou ton métier justement, simplement? Bon, mon métier simplement c'est l'arbre et des agricultures. C'est l'arbre et des agricultures pour protéger, pour produire. Et d'ailleurs les enfants le comprennent très bien. Et quand tu discutes avec des enfants, tu leur dis que tu mets les arbres au-dessus des moutons. Ils disent ouais, c'est normal, que ça fait des feuilles pour les nourrir. Ouais, ça on voit bien qu'ils adorent les manger. Et puis on met aussi des haies pour les oiseaux et autour des cultures, autour de la vigne. Oui, ça coupe le vent. Donc ouais, les enfants comprennent très bien les fondamentaux de l'agroforesterie. Ça leur fait pas peur, ils adorent. Ok. Les miens aussi et les autres aussi. Super. Globalement. Et justement, tu disais que tu étais né dans un jardin-forêt. Ouais. Si tu remontes ton enfance, etc., c'était comment tu as découvert l'agriculture, l'arbre, etc. C'était bien mon enfance. Ouais. T'en es content? J'étais ouvrier paysan, nous étions ouvriers paysans, jeunes ouvriers paysans, puisque on est 4 enfants nés en Savoie dans une ferme laitière absolument agroforestière. Ah ouais. Oui, donc toutes les cultures, tous les animaux étaient sous les arbres.
Et il y avait des jardins-forêts, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Donc il y avait les pommes, il y avait les poires, il y avait le cassis, il y avait la vigne, et puis du jardin au milieu. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup connu, pratiqué. Okay. Le lait, le pain, le cidre, un peu de vin, du fromage, des légumes, des petits fruits, des confitures, du jus de pomme, enfin beaucoup de choses. Donc c'est une ferme très ouverte qui faisait de l'accueil, qui faisait de l'intégration, qui était en bio depuis 1969. Précisément, donc pour dire qu'elle a toujours été en bio. Ah ouais. Voilà, mon enfance, c'est ça. Enfin, c'est aussi une passion importante pour le BMX. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est important. Okay. La pêche dans les étangs, le BMX et l'agriculture. L'agriculture, c'était aller chercher les vaches, sortir le fumier, traire. C'était à la fois une contrainte, mais en réalité pas tant que ça. Donc ça, c'est ma vie jusqu'à 14 ans, à peu près. Là, la ferme change de lieu et arrive pas loin d'ici, pour le coup, dans le Gers, dans les coteaux du Gers, et mes parents changent d'orientation. C'était où alors avant, du coup? Je ne sais pas si tu as dit. Avant, c'était à côté d'Aix-les-Bains, en Savoie. D'accord, ok. Dans la plaine d'Aix-les-Bains, entre Aix-les-Bains et Rumilly, dans une plaine fertile, mais une plaine très bourrée de voies de chemin de fer, d'autoroutes, de routes, d'infrastructures diverses et variées, d'urbanisation galopante, donc une agriculture complexe, morcelée, complexe. Donc mes parents ont décidé de partir et venir dans le Grand Sud-Ouest pour avoir une ferme d'un seul tenant, 40 hectares. Pour eux, c'était le bonheur, tout se touche. Et là, on arrive avec des vaches gasconnes, des poules gasconnes et des cochons gascons. Okay. Et le choix de la ferme, auquel on a un petit peu participé, ces 40 hectares, on les trouve au bout d'une ou deux années de prospection. Mes parents venaient de temps en temps, nous venions aussi, mais c'était leur choix, bien évidemment. S'avère être une ferme parfaite, un petit lac, des coteaux, des jolis corps de ferme, mais plus un arbre. Une ferme complètement démembrée, désarbrée, tous les mots sont possibles. Ben là, mes parents recommencent le geste savoyard, dire il faut qu'on plante, il n'y a plus une haie, il n'y a plus rien, il y a beaucoup d'érosion. Ils repartent en bio, bien évidemment, et discutent un petit peu avec les voisins. Et ça, c'est l'émergence en 80, on arrive en 84, en 86, 87, c'est l'émergence d'Arbres et Paysages 32 qui est créé officiellement en 1990. Mon frère est objecteur de conscience à Arbres et Paysages et moi, je suis bénévole. Et donc là, on plante, et beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. On arrive dans le sud-ouest, nous, les Savoyards, il pleut beaucoup, souvent, etc., etc. Et là, plus compliqué, donc, de l'importance de professionnaliser ce métier de la plantation d'arbres. Parce que beaucoup de dégâts, beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes, etc. Donc on crée Arbres et Paysages. Et moi, en parallèle, j'ai beaucoup bossé à la ferme, on a fait beaucoup de choses, etc. Donc moi, je fais plutôt de la mécanique pendant 5 ans. C'est une forme d'échappatoire pour pas tout de suite rester au cul des vaches, très clairement, très clairement, en disant la ferme ça m'intéresse, mais il faut que j'aille voir autre chose. Et donc je vais faire autre chose, sauf qu'au bout de 5 ans de mécanique, ça me dit plus rien. Ça m'intéresse plus, d'autant que j'étais probablement destiné à travailler dans un bureau d'études ou à vendre des machines à des paysans. Ça m'intéresse plus. Donc là, je me dis il me faut une nouvelle échappatoire. Donc reprendre la ferme, c'est trop tôt, 22 ans à peu près, je ne me souviens pas, mais dans ces eaux-là. Et là, je vois formation, communication dans les entreprises. Ça, c'est pour moi. Je vais faire de la communication, parce que ça m'intéresse. Donc là, je fais du cadre, je fais de la photo, je fais du son, et ça me passionne, et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc je m'équipe. Et puis pareil, pas trop envie d'aller au service militaire, c'était déjà un peu la fin, donc objecteur de conscience, et je rentre dans une association qui fait de la réalisation vidéo, du reportage institutionnel, et puis du reportage un peu plus technique, un peu plus social, on va dire, je ne sais pas comment il faut le nommer. Et là, toujours hyper intéressé, ça me plaît beaucoup. Je trouve mes marques, on fait plein de choses, c'est une belle période. Et la ferme, je la reprends pas, elle continue à vivre. J'aide un peu mes parents à faire les marchés, beaucoup de produits finis et beaucoup de produits vendus comme ça, en circuit court, on dit ça comme ça maintenant. Et opportunité de faire un peu de cinéma, d'être dans la vidéo, me donne l'entrée pour faire 2 longs métrages pour lesquels je suis un peu au cadre, un peu homme à tout faire et un peu à la déco parce que je connais le pays, je connais le paysan, je connais le paysage, je connais si les tournages se passent dans le Gers, c'est pour son cadre, c'est pour son paysage, c'est pour ses pièces maîtresses
que sont ces éléments et les éléments fixes, donc les arbres. Voilà. C'était quoi comme document? C'était un documentaire Non, c'était des films, c'était des longs métrages. Il y en a un qui s'appelle Le Sourire de Claude Miller, et puis un autre qui a eu un succès absolument foudroyant, qui s'appelle Le Bonheur est dans le pré d'Étienne Châtillez, pour des gens de mon âge, quoi. C'est un film qui a 25 ans maintenant. Non, plus, ça fait, non, je dis une bêtise, 30. Mais sauf que, de la même façon, je me dis, ce cinéma, c'est super. Je passe 2 années magnifiques. Sauf que tout est artificiel, ça va vite, c'est artificiel, et on passe de l'un à l'autre et tout est faux. Et ça me plaît pas. Ouais. C'est facile de gagner de l'argent, ça me plaît pas non plus. Bon, je suis très con. J'aurais dû rester. Parce que je devais intégrer les équipes de Châtillez qui faisaient de la pub aussi. Et du coup, je dis non, je reste pas dans le cinéma, ça m'intéresse pas. J'en ai fait 2 films, c'était super, c'était une belle expérience. On a bu beaucoup de champagne, etc. mais ça me plaît pas. Donc, et là, à cette époque-là, donc je traînais autour de... J'étais toujours à la ferme de mes parents, je vivais plus ou moins entre Auch et la ferme, mais peu importe, on y était beaucoup. Et là, il y a une possibilité de rentrer dans Arbres et Paysages comme salarié. J'y étais bénévole, et là, il y a du boulot. Il y a tout d'un coup des plans spécifiques, comme il en existe maintenant, des plans de relance, des choses comme ça, l'équivalent. Parce que l'émission de Arbres et Paysages, au début, c'était quoi, justement? Ça a toujours été, ça l'est encore, conseil et appui technique à la plantation d'arbres et de haies champêtres. Ouais. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'après-guerre, il y a toutes les haies qui ont été arrachées, ce qu'on appelle démembrement. Non. C'est ça, le remembrement. Ouais, le remembrement. On utilise démembrement aussi comme mot, parce que oui, on enlève les pièces maîtresses et constituantes du paysage. Et donc l'idée, c'était de replanter des haies et des arbres, justement, dans des zones agricoles. Ouais, parce que là, avec tes parents, tout ça, c'était quand même... il y avait quand même beaucoup de champs. C'était comment là l'univers de la ferme? Il y avait vous aviez planté des haies, des arbres, etc. Oui, la ferme savoyarde. Quand vous êtes arrivé ici? Ah oui, on a tout refait, avec beaucoup de difficultés. On n'a même pas tout à fait fini l'exercice tellement il était long et ambitieux. Mais oui, l'idée c'était de reprendre. Alors, du coup, le terme agroforesterie a émergé à peu près à ce moment-là, qui prend l'agroforesterie en compte. C'était pas connu encore. C'était pas connu, C'était pas connu. C'est un peu Bruxelles qui nous a imposé de parler d'agroforesterie. Moi, j'étais à la négociation à l'époque, mais parce qu'agroforesterie, ça se traduisait bien en anglais déjà, et que c'était une mesure européenne, parce qu'on met une mesure dans la politique agricole commune, et puis l'agroforesterie prenait en compte toutes les formes d'arbres champêtres. Ça, c'était pas inintéressant. Alors, le terme a eu du mal, il a encore du mal d'ailleurs. Certains pensent qu'ils font de l'agroforesterie, d'autres qu'ils plantent des haies. On a encore un peu de mal à fédérer, mais bon, ça viendra, on n'est pas pressé, c'est le temps de l'arbre. Mais tout ça pour dire, parce que c'est important, cette association, comme beaucoup d'autres, aujourd'hui en France, je pense qu'il y a 80 ou 90 opérateurs, c'est un mouvement de fond qui a effectivement, et merci de le préciser, émergé après ces remembrements, après ce traumatisme du remembrement. Parce que, bien évidemment qu'il fallait enlever quelques arbres, mais on en a beaucoup trop enlevé, et mes parents étaient fers de lance, mais en réalité, il y avait une quinzaine d'agriculteurs. Dans les préfigurations d'Arbres et Paysages, c'est une quinzaine d'agriculteurs qui se connaissent, qui ont tous un besoin. Protéger un animal, tenir un talus, intégrer un bâtiment agricole, se faire plaisir, faire des fruits, peu importe. Toutes les formes, que ce soit sur l'eau, le sol, la biodiversité, les questions de microclimat, de cadre de vie, etc., étaient réunies déjà à l'origine, un peu impulsées par quelqu'un qui est un peu sorti qui était beaucoup présent dans les lycées agricoles, qui est un type qui a fait beaucoup, qui est toujours de ce monde. C'est Dominique Soltner. Dominique Soltner avait écrit beaucoup de choses sur l'agronomie, beaucoup de choses sur l'agriculture, sur les techniques particulières. Et en 70, 72, je ne sais plus exactement, avait sorti L'Arbre et la haie. Il y avait ce bouquin chez mes parents dans la bibliothèque. Il y avait déjà beaucoup de choses. Donc voilà, ces agriculteurs se prennent en charge, se prennent en main en disant il faut qu'on professionnalise un service
pour que chaque arbre planté réussisse, pour que chaque arbre planté soit le bon au bon moment, dans les bonnes conditions, et qu'on aille vite, et que quand on commence Arbres et Paysages déposé en préfecture en mai 90, on passe un peu pour des, j'aime pas la formule, mais on passe pour des Indiens. On passe, c'est quoi, surtout que c'était pas du tout des profils que l'on pourrait qualifier d'écolos, les paysans qui faisaient ça. C'était juste du bon sens paysan de remettre un arbre comme outil de production. C'était pas nous, on a un mouvement écolo, machin, sans opposition et sans jugement de quelque nature que ce soit. Mais les paysans qui étaient engagés, qu'ils sont d'ailleurs encore aujourd'hui, enfin les nouvelles générations, mais la représentativité a toujours été importante de toutes les formes d'agriculture. Ce qui fédère, c'est l'arbre. Et de dire, nous, l'arbre, c'est un outil de production, avant tout, on en a besoin. Ouais, parce que j'imagine qu'il devait y avoir des freins, parce que quand on dézoome un peu la carte, si on prend une vue satellite, on voit quand même beaucoup de champs, etc. Et j'imagine quand vous êtes arrivé au début, comment on convainc justement les agriculteurs de mettre des arbres, etc. Il y a une question de rentabilité. Quels ont été les freins en fait au début? Oh, il y en a. Le problème, c'est que les freins, c'est encore les mêmes 30 ans après. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a encore un problème. Il y a encore un problème de traduction du bien fondé de l'arbre. Ici, on est sous une forêt de trogne. Ici, on peut faire du jardin, il y a de la lumière, on peut y mettre des animaux, on pourrait y cultiver de la vigne, on pourrait, en les taillant un peu plus souvent, mettre des arbres fruitiers entre ces trognes, on pourrait faire beaucoup de choses. Et on a du mal à traduire ce que mon ami Hervé Covès appelle l'art d'apprivoiser le soleil, de faire beaucoup de photosynthèse pour cultiver la pluie et la vie. Et ça, c'est pas rentré totalement dans les mœurs, puisqu'aujourd'hui, c'est pas le lieu de faire le procès du passé, mais il s'arrache encore plus d'arbres que ce que l'on plante. Donc il faut le dire. Et ça, c'est dramatique. Il n'y a pas assez de techniciens sur les territoires, probablement. Peut-être des manques de formation, d'accompagnement. Moi, j'affirme, depuis 30 ans que je fais ce métier, qu'il n'y a pas un agriculteur qui puisse être contre l'agroforesterie. Et je rajoute derrière, je mets virgule, à partir du moment où on peut passer plus de 2 heures avec lui pour discuter, pour étayer. Et c'est ce temps-là qui peut nous manquer, c'est ce temps de... moi je le vois, quand il y a des difficultés avec le monde agricole, moi ma boîte elle s'appelle BHBZ, Agroforesterie Stratégie, parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Me dire, tu pourrais venir là parce qu'ils ne veulent pas, tu pourrais nous aider là. Je dis, oui, je vais venir. Il dit, par quoi on commence la journée? Comment tu vas convaincre les agriculteurs? Je dis, par une bonne bouffe déjà. Parce que comme ça on va se parler, on va se regarder, on va parler biodiversité, on va parler biomasse, on va parler microclimat, on va parler rentabilité, protection des cultures, protection des animaux, stockage de carbone, puisqu'aujourd'hui on est rentré dans l'ère du carbone, etc., etc. Et quand on pose clairement tous les sujets plutôt positifs, oui mais l'arbre il faudra le tailler, oui mais sauf que quand tu tailles un arbre et que tu investis 1 euro pour tailler un arbre, tu as 1,30 € de bois en bénéfice. Alors c'est du BRF, c'est du bois litière, c'est du bois énergie, peu importe. Éventuellement du bois de travail, il y a des arbres ici dans lesquels on peut faire des perches, on peut faire des piquets. Au Maroc, avec les mêmes arbres, on fait des chevrons, on construit des maisons. Donc on a un peu peut-être oublié ces gestes-là. Donc de repréciser du bien fondé de l'économie, de bien fondé de la position de l'arbre dans le territoire, parce que c'est hyper rentable. C'est hyper rentable de cultiver sous, dans et avec les arbres. Sauf qu'on voit toujours, ou un peu trop, au pied de la haie, le vieux chêne centenaire, séculaire, celui qui attire la vie, qui produit une biodiversité absolument incroyable. C'est vrai qu'à son pied, il n'y pousse pas grand-chose, mais dans le reste de la parcelle, il y a de l'herbe ou des céréales. Donc il y a vraiment encore un travail extrêmement important de dialogue, d'acculturation, de l'importance de YouTube, de transmettre dans cette révolution, mais très clairement, de dire allez chercher, allez vous renseigner. Moi aujourd'hui je fais beaucoup de, la moitié de mon temps c'est la formation, l'autre moitié c'est le conseil, le montage de projets. Mais dans la formation, il y a de l'insertion, il y a de l'accompagnement, de la culturation, du dialogue, de se mettre, tendre une main en tout cas. Ce que j'essaie, ce que nous essayons et ce que j'essaie en particulier de faire, c'est de tendre une main vers le monde agricole qui passe de crise en crise.
compte tenu de plein de contextes et notamment des chocs climatiques qui sont violents. Enfin, on a une dizaine d'années de chocs climatiques avec des amplitudes absolument effroyables, incroyables et effroyables. Et là-dessus, il faut discuter. C'est aussi pour ça que malgré tout, on est hyper sollicité, hyper demandé, parce qu'on voit bien que l'arbre amortisseur, l'arbre régulateur, l'arbre protecteur, l'arbre accumulateur de vie, tout d'un coup, moi quand on me dit oui, parce que c'est vrai que tes arbres finalement ça sert à ça, je dis ce ne sont pas mes arbres. Et on essaie en ce moment on a monté Agroforesterie Academy, c'est une nouvelle formule, une nouvelle formation pour former des formateurs à l'attitude, à la posture, à l'écoute, à la traduction de cette écoute, de ces difficultés et je crois aussi au cheminement pour qu'on donne moi j'aime à dire qu'on donne des pièces de puzzle. Une forêt de Trogne, c'est une pièce. Il y en a plein comme ça, on les donne, on les met à disposition et de l'importance que chacun construise son projet et rentre. Je pense que c'est important, c'est de rentrer en agroforesterie. Tant que tu le vois comme un truc, bon allez, je vais le faire, non, si tu rentres en agroforesterie et tout d'un coup, à nous, c'est pour ça que souvent les formations techniques, elles durent au moins 2 jours, parce qu'on voit aussi, alors les gens viennent assez spontanément, heureusement, même s'il y en a des groupes qui nous font venir des agriculteurs en disant celui-là prends-le, et on voit bien que le premier jour c'est oui mais, et le deuxième jour c'est ah ouais comment j'y vais. Et ça c'est hyper intéressant de oui mais tu comprends, faudra tailler, oui mais tu comprends il faudra ci, oui mais tu comprends ça me prend un peu de place, oui mais puis le deuxième jour c'est ah oui si je le mets comme ça, ah oui la trogne c'est vrai que je peux la régler comme je veux. Et ça, j'aime assez ces révélations, ces révélations du monde agricole et notamment du monde agricole des gens qui y rentrent, parce qu'ils sont probablement pas assez nombreux, mais aujourd'hui rentrent, qui s'est accéléré depuis le Covid, on peut dire ça comme ça, rentrent des gens qui se disent mais moi, je vais être très cru, mais moi j'ai plus envie de fabriquer des bombes, parce qu'on en a dans notre public, mais par contre je veux bien faire des trognes. Et donc de voir comment on peut leur donner quelques clés, les accompagner, parce que ça reste des métiers complexes et on le voit, il y a des échecs et il y en aura encore et d'avoir, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup ces questions de est-ce que nous sommes des planteurs d'arbres, est-ce qu'on est des aménageurs, est-ce qu'on est des paysans, des paysagistes, des botanistes, des physiologistes, on est un peu tout ça. Mais moi je demande à mes ouailles, entre parenthèses, je leur demande d'être un peu agronome aussi et de mettre l'arbre comme un vecteur d'agronomie, comme un vecteur de vie. Oui, il fera du bois, il fera des cerises, des pommes, tout ce que vous voulez, mais mettez-le comme une clé de voûte pour tenir la vie dans les sols toute l'année, pour protéger, pour produire. Donc il rentre dans votre outil de production. Ah ouais, et puis ça diversifie en fait, l'agriculteur se diversifie en connaissances aussi, en pratique, il s'épanouit peut-être plus aussi que simplement cultiver en plein champ, faire toujours la même chose. Je crois que... Il y a peut-être de ça aussi quoi. Oui, je crois que cette question d'épanouissement, elle est intéressante parce que on la vérifie à toutes les échelles, puisque quand on fait de l'agroforesterie, quand je travaille sur le toit d'un building sur 50 mètres carrés, je fais de l'agroforesterie. Et quand je travaille sur 4000 hectares sur un bassin versant, c'est la même. Justement, est-ce que tu peux nous définir l'agroforesterie ? On a dû te le demander 100 fois, mais simplement pour que les gens novices comprennent ce que c'est l'agroforesterie. Alors si je dois le dire simplement, c'est... Un peu comme tu as dit au début. Oui, l'agroforesterie, c'est vraiment... Ouais. Moi, j'y englobe tout. J'y englobe toutes les formulations. C'est-à-dire que une forêt-jardin, c'est de l'agroforesterie. Ah on y vient. Et oui, tout ça c'est de l'agroforesterie. C'est le terme générique. L'agroforesterie, c'est le terme générique, c'est des arbres, des productions sur plusieurs étages. Alors on va de 2 dans les systèmes simples à 8, 10, 11 étages, peu importe. C'est l'idée de densifier. Plus on est petit, plus on fait des étages souvent, parce que c'est l'accès, parce que il y a de la main d'œuvre entre parenthèses. C'est quand pour le jardin-forêt, c'est vrai que ça peut être extrêmement dense, très diversifié, avec plein d'étages. Ça peut presque ressembler à un milieu un peu sauvage, quoi, qui va quand même, où vous voyez, quand même avoir de l'entretien, etc. Mais plus on va vers ce système, j'ai l'impression, moins on est efficace en termes pour les agriculteurs, pour produire, etc.
je sais pas, quelle différence tu verrais entre l'agroforesterie, on va dire agricole, et le jardin-forêt qui est plus sauvage, on va dire? Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense que, enfin, de mon point de vue, il n'y a pas. Enfin, moi, j'ai des agriculteurs qui font de la permaculture sur 100 hectares. Et ils la font vraiment. Et ils la font à fond. Et totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont bons sur tout le temps. Et donc ça me paraît extrêmement important. Est-ce qu'on est capable d'attraper toute l'énergie solaire qui passe et de les faire passer par des plantes? Ça, c'est déjà, à mon avis, une forme de réponse, et donner sa ration au sol, parce que c'est l'objet. Ouais. Il y a plein de rations, sauf que souvent, on oublie un peu la ration du sol, et je pense que les systèmes agroforestiers doivent se positionner. D'ailleurs, on parle très clairement, là aussi, le vocabulaire est vaste. On a choisi, alors on peut parler de permaculture sur petite surface, on peut parler d'agroécologie, on peut parler d'agriculture régénérative, enfin, sauf que c'est forcément la même chose. Il n'y a pas plusieurs façons de faire de l'agriculture. De mon point de vue d'agronome agroforestier, il n'y a qu'une seule façon de faire de l'agriculture. Simplement, plus on est petit, plus c'est facile de densifier, quelque part. Ce que je veux dire, c'est que nous travaillons, et moi en particulier, sur des toutes petites surfaces, et on travaille sur des surfaces où l'agriculteur a 80 hectares. Sur 80 hectares, il ne va pas faire 8 niveaux. Parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'est pas là, et parce que derrière, il faut écouler, il faut gérer, il faut stocker, il faut transformer. Donc, la différence, elle est que chez un céréalier, on va équiper, je vais à la fois donner des chiffres qu'il faut oublier tout de suite, mais je vais les donner quand même. Hein. On va planter une centaine d'arbres à l'hectare, une haie tous les 2 hectares, etc., pour calibrer, lui faire faire des couverts végétaux, pour boucler une boucle qui est raisonnable et faisable. Par contre, ce même agriculteur va nous dire, bon ben là, là j'ai 3000 m² dans lequel finalement j'ai des gens qui peuvent m'aider, sur lequel je veux bien des haies fruitières, et puis après je vais recombiner avec des lianes, faire des voûtes, etc. Donc cette densification, elle tient vraiment lieu de ce qu'on veut en faire, du temps qu'on pourra y passer, l'énergie. Chez moi, il y a une partie du jardin qui est sous les arbres, très clairement, j'y produis plus rien. Parce que j'ai abandonné les arbres à leur libre expression, et très clairement, je montre aussi, et nous montrons tous, les limites de l'exercice. Pendant 3 ans, je n'ai pas touché terre, pendant 3 ans, les arbres ont poussé, même les vignes ont quasiment crevé, tellement j'ai laissé place aux arbres. Ouais, trop d'ombre. Trop d'ombre. Hein, donc c'est le temps, et je suis bien placé pour le dire, quel temps j'y consacre, quelle énergie j'y mets, ramasser des groseilles, des cassis, des framboises, enfin peu importe, ou des fruits qui viennent de plus loin, qu'ils soient petits ou gros. Moi j'aime à dire que c'est à peu près le même objet, qu'on soit en culture spécialisée, en plantes pérennes, qu'on soit en élevage, c'est juste le réglage, on règle les densités en fonction, en tout cas moi dans mon métier de conseil, c'est-à-dire quand on vient me chercher, je règle les densités et je fais régler les densités par celui qui fait le projet. Qu'est-ce que tu as le temps, qu'est-ce que tu es capable de faire, puisque en tout cas la demande que l'on a, c'est une demande à 95%. À 95%, la demande que l'on traite aujourd'hui, c'est des gens qui sont en activité et qui vivent de cette activité. Moi, j'ai 5% de gens qui font des projets, que j'accompagne, etc., qui n'en vivent pas, qui gagnent très bien leur vie par ailleurs, qui se permettent des choses, etc., qui se permettent des investissements. Là, on est aussi beaucoup sur un modèle, on travaille beaucoup avec le réseau maraîchage sol vivant, par exemple, en disant, bon voilà, moi je travaille sur 8000 m², mais de toute façon, derrière, j'ai un salaire et demi à sortir avec, et tant mieux quelque part, au-delà de la productivité. Bon, je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs, mais... Non, c'est justement ça, c'est qu'en fait, les objectifs ne sont pas les mêmes entre un jardin-forêt d'un particulier dans son jardin, etc., qui là, en fait, n'a pas de besoin de rentabilité ou quoi, et un agriculteur qui, c'est sa vie, donc... Et entre donc l'agroforesterie, si je comprends bien, ça c'est une grande famille où on peut effectivement mettre le jardin-forêt dans un système agroforestier. Mais entre une parcelle agricole avec des arbres et des haies et un jardin-forêt à 8 étages, comme tu disais, on est sur des systèmes quand même un peu différents. Et donc l'approche n'est pas la même en fonction si tu t'adresses à un agriculteur qui a besoin de rentabilité,
qui pourra moins s'orienter, je pense, vers un jardin-forêt vraiment à 8 étages, etc. Enfin, j'ai beaucoup parcouru les projets, j'en ai pas vu beaucoup qui en vivaient. Quoi. Donc ma question, ça serait où pourrait se placer le jardin-forêt là-dedans? Peut-être ça serait complémentaire au jardin, complémentaire à l'agriculture. Comment tu le verrais, toi? Oui, le jardin-forêt, moi, ce qui peut m'animer, et ça m'anime encore, c'est d'ouvrir ce champ des possibles à chacun et de le mettre en discussion. Ça veut dire que dans chacune de nos formations, on essaie de pousser les curseurs au bout, de faire des choses simples, intermédiaires, et puis de montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin, parce que ça peut être très inspirant, ça peut déclencher des vocations. Des gens qui rentrent dans le métier ou les gens qui se... donc rien que pour ça vaut le coup. Et fondamentalement, pour en avoir étudié beaucoup sous d'autres latitudes, et puis avec les connaissances de Geneviève Michon, Francis Allais, qui ont regardé ça de près, on peut faire beaucoup de choses. J'aime bien le jardin créole aussi, les jardins d'abondance, hein, ouais. C'est ça. Donc dans notre narration, on essaie d'aller jusque-là, de mettre en proposition pour que chacun, puisqu'effectivement notre public premier c'est l'agriculteur installé, pas que, mais c'est quand même ça, et c'est là où il y a c'est avec ces gens-là qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de demandes. Je vais faire un détour, puis je vais essayer de revenir à ta question, mais le détour me dit que, comme je discute avec un céréalier en Beauce, et que je lui dis, tu lâcherais pas un hectare pour installer un couple de gens, bon, souvent jeunes, mais il dit ouais, pourquoi pas. Il dit ouais, parce que ça me ferait du monde, tu pourrais leur prêter du matos, ouais, puis il ferait quelque chose qui serait quelque chose de démonstratif quelque part. On pourrait dire ouais, et il est évident qu'aujourd'hui, quand je reviens un peu en arrière, mais quand je regarde des photos du bocage dans les années 40, 50, il y avait des photos. Le bocage, c'est des arbres, des haies, des trognes, et puis des alignements de fruitiers, et puis des cultures dessous. Parfois donc on n'a rien inventé, pour le coup. Bien sûr. Et en tout cas, le message de fond, c'est bien de retourner vers ça, vraiment, beaucoup plus de densité, beaucoup plus d'arbres. Enfin, en ce moment, on étudie des vignes en Italie. Il y a entre 500 et 600 arbres à l'hectare. Là, du côté de Bergerac, on a des vignerons qui ont planté un pied de vigne, un arbre, un pied de vigne, un arbre, un pied de vigne, un arbre. Alors ils vont les tailler souvent, on retourne. Hein, donc on est bien dans des forêts, de vignes. Et puis dessous, je sais qu'ils vont mettre des légumes. Donc le plaidoyer, c'est densifier, tailler, gérer. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu qu'on soit dans une forêt de trogne, parce que la trogne, c'est le pilier de tout ça. Et plus tu tailles, plus elle pousse. Plus tu tailles, plus elle pousse, plus elle renseigne des champs mycorhiziens, plus elle crée du sol, plus elle crée des zones d'hyperactivité dans le sol, plus elle crée de la fluidité, plus elle crée et elles animent, elles se connectent avec les plantes, que ce soit les légumes ou d'autres lianes, ou de l'herbe ou du blé, etc. C'est une bonne porte d'entrée, quoi, la trogne, finalement. Oui, la trogne, pour moi, c'est une grande porte d'entrée, parce que regarde, celle-là, elle a été taillée l'an dernier, là, il y a 4 ans, ici, au-dessus de moi, il y a 3 ans, tu la régules comme tu veux. On regarde la lumière qui tombe au sol en pleine feuillaison, et puis de là, on joue. Ça, pour les agriculteurs, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est trop haut, tu la redescends, c'est trop bas, tu la remontes, c'est trop dense, tu tailles un brin sur 2, il y a le fourrage, il y a le Boénergie. Aujourd'hui, l'énergie revient sur le devant de la scène, puisqu'on en fait payer le juste prix, comme diraient certains, j'en sais rien. En tout état de cause, on peut ouais, la trogne, on est en train d'ailleurs de monter l'école buissonnière des trognes, parce qu'il y a une demande forte sur cette question-là. Enfin, moi, je ne connais pas de système agricole qui puisse se passer d'arbres, et encore moins de trognes, qu'on soit sur des toutes petites surfaces ou de très grandes. Et donc du coup, ça aussi, ça fait du lien, ça donne une ossature, une colonne vertébrale à cette fertilité où l'agroforesterie est la clé de voûte, et peut-être la trogne la clé de sol. Je ne l'avais pas préparé, pas mal. Mais ça peut le faire, quoi. Carrément. Super, ben merci.
Donc Château Cheval Blanc, je voulais parler de ça. Donc c'est un vigneron, si j'ai bien compris. Oui, chez Château Cheval Blanc, le projet, c'est on passe en agroécologie. Donc si on passe en agroécologie, on travaille la couverture végétale des sols, l'agroforesterie, la génétique, la taille physiologique et la conformation des plants. Voilà, comme ça, on fait de l'agroécologie. L'agroforesterie est un des piliers. Ouais. Donc eux décident et ont déjà engagé pas mal de réflexions et nous demandent, si ma mémoire est bonne, Konrad Schreiber, Marc-André Sellos, Hervé Covès et moi de venir discuter, les acculturer, leur donner un petit peu nos sentiments, nos sensations, nos modestes expériences. Et c'était intéressant avec Cheval Blanc parce que pas mal de plantations avaient été faites et puis ils voulaient passer en étape 2. C'est-à-dire globalement, ils avaient fait ce qu'on appelle en aménagement les membranes. Ils avaient fait les tours, les haies, les circulations, etc. Okay. Maintenant, il fallait rentrer dans le cœur, dans le poumon, dans les vertèbres, dans les artères, dans l'épiderme. Il fallait aller jusqu'au bout. Et donc, on a fait un travail, pour le coup, de dialogue. En nous disant très clairement, nous, on fait. Je dis, moi, ça me va. Nous, on fait. On va se voir pendant 1 an ou quelque chose comme ça. On va établir ensemble une fréquence et à chaque fois qu'on va se voir, on va parler d'un sujet particulier. Les trognes, les arbres fruitiers, au hasard, ouais. le lien entre arbres et vignes, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Justement, est-ce qu'on peut mettre des vignes dans les arbres ou est-ce que ça a été expérimenté là-bas ou pas vraiment? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'expérimentation. En plus, là, on a la chance d'avoir le muséum par la voix de Marc-André Sellos qui suit donc le développement des champs mycorhiziens, des connexions avec les arbres, etc. Donc, de ce travail de dialogue, d'acculturation, de ce qui pouvait marcher, ce qui ne marcherait pas, de l'ajustement sur un terroir donné, dans une condition particulière, avec des vignes données, des très jeunes, des très âgés, donc il ne faut pas non plus trop les perturber. Et ils ont construit un système, ils ont remis en perspective un système connu dans le secteur qui s'appelle les jouals, c'est-à-dire de la vigne, des arbres fruitiers, mais aussi des trognes, parce qu'il faut ramener de la vie, puisqu'il faut garder la question d'ergonomie, de design. La vigne est une liane qui pousse à la lumière, donc il faut lui laisser de la lumière. Si on la met trop à l'ombre, elle est belle, mais le raisin est inexistant, etc. Et avec ça, ils ont construit leur projet. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment pris le truc en disant voilà, ça on peut y aller, ça on peut y aller. Aujourd'hui, ils continuent, j'y vais d'ailleurs la semaine prochaine. On a une formation là-bas qui s'appelle les vignerons du vivant, qui est une formation d'insertion. Il y a des animaux, ils m'ont même dit qu'il allait y avoir des vaches, donc on va produire c'est génial. Oui. Il y a déjà des cochons, des moutons, des abeilles. Donc c'est le retour tu parlais de diversité, ou sous-entendu la polyculture. Et la monoculture de vigne est en train de devenir une polyculture avec tout ce que ça veut dire en termes de résistance, de résilience. Aujourd'hui, on parle aussi de robustesse et c'est intéressant comme terme où on fait partie des gens qui... La robustesse, ouais, j'ai entendu. C'est résilience un peu? C'est dans ce sens-là? Oui. C'est ça? Ouais. Mais système robuste, ça veut dire prêt à tout avec Marceau Bordarias sur Architecte du Vivant, on parle de réserve. La trogne est une réserve. D'ailleurs, une trogne comme ça en Provence, ça s'appelle une réserve. C'est-à-dire c'est une réserve de bois, c'est une réserve de vie, c'est une réserve d'azote, c'est une réserve de flux, c'est une réserve d'eau, c'est une réserve de biodiversité, d'oiseaux, etc. Donc à Cheval Blanc, les vaches arrivent et chacun sait on parle de fertilité du sol, mais chacun sait que la fécondité, elle est souvent amenée par l'animal, par le ruminant qui passe, avec lesquels les écosystèmes ont évolué quelque part. Donc de la bouse sur un sol vivant, c'est un levain incroyable, c'est un levier tout aussi incroyable pour ce qu'on cherche tous quelque part, c'est de la productivité. On parlait d'abondance, c'est extrêmement important. Une vigne, comme un jardin, comme une prairie qui ne produit pas grand-chose, elle tue son sol. Donc ça, c'est important. Moi, j'aime bien, on fait des manifestations de paysans optimistes dans des paysages prospères, sous-entendu tous ces étages dont on parle depuis tout à l'heure, tous ces étages ont quelque chose à nous dire, ont quelque chose à nous apporter. Donc le travail, c'est de dire,
la viticulture comme les autres, pour nous la viticulture est un peu une locomotive, donc la viticulture qui ramène l'animal à l'heure où on nous dit l'animal pollue. Il y a des études, heureusement elles sont sorties récemment, qui nous montrent que les arbres fixent aussi le méthane. Et qu'un animal ici, sur sol vivant, dans ce champ, avec cette qualité de prairie, quand on voit la quantité d'herbe qu'il y a sous une zone où il y a 160 trognes à l'hectare, ben ici on stocke beaucoup de carbone, on produit une vie incroyable, on produit des œufs avec une valeur nutritive monumentale, de la biodiversité, ça chante l'oiseau, c'est bourré d'abeilles, il y a des essaims d'abeilles sauvages dans certaines trognes, un microclimat, etc. etc. Donc ça dit aussi, cette mini-forêt de trognes, elle dit aussi que manger un légume qui sortirait d'ici, un œuf ou un raisin, c'est sauver le climat, notre estomac, mais la planète. C'est-à-dire que ça redonne aussi, l'agroforesterie redonne aussi ses lettres de noblesse à l'acte de manger et à l'acte de se nourrir avec de la diversité sur sol vivant. Et fondamentalement, après moi je n'ai pas d'avis, mais je dis quand même fondamentalement au rôle... fondamentalement, au rôle fondamental, ça ne va pas le faire. Donc fondamentalement, au rôle essentiel, je te le refais, de l'élevage. De l'élevage, parce que souvent on en a besoin. C'est dommage que cette herbe-là, elle passe dans un broyeur, alors qu'une brebis en ferait un usage absolument incroyable. Ouais. Ou une poule, quand on voit la quantité d'herbes que peuvent manger les poules et les poulets dans les parcours agroforestiers. Donc voilà, la boucle elle se traduit par cette diversité, cette optimisation de l'espace et cette gestion. Et on voit beaucoup d'agriculteurs et notamment de céréaliers ici dans le Gers, mais pas que, de céréaliers en bio depuis longtemps sans intrants, qui remettent des animaux parce qu'ils perdent de la fertilité. Au bout d'un certain temps, donc ces agricultures plurielles qui convergent, on parlait de cheval blanc, comme de tous ces vignobles que l'on accompagne, leur objectif c'est améliorer la fertilité chaque jour qui passe et intervenir moins. En vigne, comme dans beaucoup de cultures, on intervient beaucoup, parce qu'on a du mildiou, parce qu'on a de l'oïdium, parce qu'on a une carence, etc. Et l'apport de l'arbre altérateur de la roche-mère, l'arbre protecteur, créateur de sol, nous dit beaucoup. Je reviens à la vigne rapidement, mais la vigne, elle est née dans la ripisylve, donc au bord de l'eau, dans la rivière, au milieu des frênes, des érables, des sureaux, des viorneaubiers et des saules. Et de lui redonner ces éléments de naturalité, c'est pas complètement déconnant. Après, j'imagine tout ça, ça a un coût pour les agriculteurs. Donc, est-ce qu'il y a des aides? Comment ça se passe? Oui, il y a des aides. Il y a des aides. Le plus gros coût. Parce que c'est quand même un investissement, non? Oui, c'est un investissement. Château Cheval Blanc, c'est quand même un sacré investissement qu'ils ont dû faire pour. Oui, c'est un gros investissement, mais l'investissement en agroforesterie. Je vais être un peu sévère, mais c'est un investissement intellectuel. C'est un décompactage du cerveau qu'il faut faire, avant tout. C'est l'investissement premier. Alors, chez Cheval Blanc, ils ont les moyens, mais le vignoble qui est à 15 km de là, il en a 20 fois moins, et il fait autant, et il fait pareil. C'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de à quoi peut me servir l'arbre? Pourquoi je le mettrais? Et d'ailleurs, c'est intéressant cette question parce que on a beaucoup fait, notamment avec mon ami Conrad, on a beaucoup fait un travail. Quand on est rentré dans la viticulture il y a une vingtaine d'années, on n'était pas du milieu de la viticulture. Et c'est un endroit où tu rentres, mais vraiment par la petite porte, et on te fait comprendre que tu n'es pas du milieu. Ce qui est normal, c'est bien, c'est vrai. On te le fait comprendre. Ouais. Et donc, du coup, on te le fait comprendre et on te dit, ouais, mais chez nous, c'est les grands terroirs, mais chez nous, l'agroforesterie, etc. Je dis, mais c'est vous qui nous avez demandé de venir. Oui, mais bon. Donc, notamment avec Conrad, et c'est vraiment aujourd'hui rentré dans tous nos enseignements, on a travaillé sur un état des lieux. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne se faisait pas souvent. Avant de planter un arbre, on demande à tout à chacun de faire un état des lieux. Tu veux me faire un état des lieux? Parce que, qui plus est en viticulture, déjà on va t'arracher un pied de vigne. Comment tu vas... Oui, on va t'arracher un pied de vigne. Ça c'est aussi avec Marceau Bordarias qu'on a beaucoup fait ça. Et Hervé Covès, on va t'arracher un pied de vigne parce que comme ça on va voir dans quel état est ta vigne. Est-ce qu'elle est apte et capable à recevoir un arbre?
Parce que si elle n'est pas capable de s'accoupler, entre parenthèses, avec un arbre, ça ne va pas le faire. Et on va accuser l'arbre alors que c'est la vigne qui n'est pas en état, elle est juste en survie et elle bouffe juste les croquettes que tu lui donnes. Et la moindre herbe, alors que ça pousse dans les arbres à 30 mètres de haut, la vigne, et toi tu me dis que l'herbe la pénalise. Donc cet état des lieux en 24 points, parce qu'il y en a 24, permet de poser en disant... Là, tu as de la battance, là, c'est compacté, là, il y a une carence. D'ailleurs, entre parenthèses, les travaux sur les plantes bioindicatrices, lisez et relisez Éloge des indisciplinés, n'est-ce pas, mais aussi et surtout les travaux de Gérard Dussert. Gérard Dussert et consorts nous donnent bien... en fonction de la présence et de la récurrence de ces plantes, nous donne bien une lecture de ce qui s'est passé pendant 10 ans et ce qu'il va falloir faire pendant 10 ans. Et ça nous a beaucoup aidé, et ça a beaucoup aidé tous les agriculteurs avec qui on travaille, parce que du coup, allons-y, mais fertilité, érosion, carence, blocage, compaction, la compaction, hydromorphie, j'en passe et des meilleurs, manque de vers de terre, des sols qui puent, des sols qui s'éclaircissent quand juste sous la haie, à 20 mètres de là, ils sont noirs, humifères. Et donc du coup là, les gens avec qui on bosse disent voilà, l'état des lieux, effectivement, je suis d'accord. Et donc à partir de là, on peut construire ensemble quelque chose de vaste. Donc je reviens à la question, parce que ta question c'est quel investissement. Il est les 3/4 des arbres dont on a besoin qui poussent seuls en régénération naturelle. Alors on met assisté, ça veut dire que des fois il y en a un peu trop, pas assez, des fois on enrichit, on va les bouturer dans le bas du talus pour ramener le saule qui va fleurir précocement pour plein de raisons que vous pouvez imaginer, etc., etc. Donc la régénération naturelle, nous planteurs d'arbres, on l'assume depuis longtemps. Aujourd'hui elle est audible. Mais on fait des bois, des forêts de trogne ou des agro-forêts de trogne avec de la régénération naturelle. Et ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien. Après, planter, depuis 30 ans, il y a des aides. Alors là, elles sont en ce moment même où je te parle, elles sont un peu mais elles ont le mérite d'exister. Elles sont à Bruxelles, elles sont à Paris, elles sont en région, elles sont parfois privées, elles sont parfois communales, elles sont parfois sur des bassins versants, etc., etc. Donc chacun arrive à en bénéficier. Il y a une nouvelle unité qui s'appelle des enfants des arbres, qui finance 250 arbres par an avec un agriculteur en faisant venir les gosses, etc. Donc un arbre, rappelons que ça coûte 1,20 € un arbre. Alors il lui faut un bon paillage souvent, une bonne protection, bien le planter au bon moment dans les bonnes conditions. Mais l'investissement agroforestier sur un projet ambitieux qui peut se réfléchir sur plusieurs années, il n'est pas si considérable que ça. Clairement, parce qu'il est aidé, parce que cette régénération, la bouture, un peu de semis, un peu d'accompagnement. Par contre, il faut vraiment se mettre en phase de production. Enfin, on ne plante pas des arbres qui valent 200 ou 300 € pièce. On plante du jeune plant d'1 an. Quand on peut, on sème. C'est un peu plus compliqué, puis il y a beaucoup de prédation dans le sol. Mais ce n'est pas un investissement qui est trop important. Je ne crois pas, en tout cas. Que penses-tu d'introduire des espèces d'ailleurs en agroforesterie ? Bon, ailleurs, on parle de plantes exotiques, mais bon, voilà, les plantes voyagent aussi beaucoup. Mais... Oui, les plantes de plus loin, j'ai commencé à approcher ça dans mon bouquin, mais les plantes d'ailleurs nous intéressent au plus haut point. Le Paulownia aussi, on a beaucoup parlé du Paulownia. Oui, bien sûr. Le Paulownia, alors le problème du Paulownia, c'est qu'il est présenté comme une plante miracle. Il n'en existe pas, à ma connaissance en tout cas. J'ai beaucoup travaillé sur l'haricot magique là qu'on pousse. Voilà. J'ai beaucoup travaillé sur le Paulownia il y a une quinzaine d'années, donc c'est une plante que je connais un peu. Je connais ses capacités, je connais ses limites. J'ai vu des plantations entières de Paulownia crever parce que c'est une plante extrêmement fragile, très exigeante. Donc le Paulownia est adapté on a regardé de la carto un peu fine, il est adapté à 4% du territoire. Donc il y a des gens qui le vendent comme la plante miracle pour tout le temps, pour tout le monde. Pas loin d'ici, sur les coteaux, j'ai fait arrêter des projets qui étaient mort-nés. Donc, il y a des endroits en France où c'est dispersé les 4%. C'est réparti un petit peu partout. C'est réparti un petit peu partout. Donc le Paulownia, 4% du territoire. Donc il faut arrêter de le vendre comme la super plante. C'est le problème des modes. On revient tout le temps à la mode avec elle fixerait plus de ci, elle ferait plus de ça. Je trouve ça assez pathétique. C'est une plante intéressante.
parmi d'autres, mais qui n'a pas plus de valeur. D'ailleurs, quand vous prenez un morceau de bois, c'est de l'air, quoi. Donc, peut-être un peu comprimé, mais c'est de l'air, donc oui, il faut faire gaffe. Par contre, on est très ouvert, on discute en ce moment avec Gilles Clément, avec Éric Lenoir, avec Hervé Covès et d'autres encore, à créer un groupe qui va émerger très vite et qui va s'appeler Végétal Global. Donc ça, c'est le scoop du jour, si tu as besoin de scoop. Mais eh bien, écoute, super. Mais c'est Végétal Global, parce qu'après Végétal Local, pour lequel on a beaucoup œuvré, beaucoup milité, il est évident qu'il faut s'ouvrir au reste du monde, que le brassage est planétaire et qu'il est salutaire. Très clairement, il y a aussi un personnage extrêmement important qui est Yves Darricot, qui travaille sur ce sujet-là. Et Yves Darricot, il a plein de qualités, il est gersois, comme moi. Enfin, moi, ça fait que 35 ans. On les salue, à tous les Gersois. Ouais, c'est ça. Yves, il est clairvoyant. Il est clairvoyant. Il a toujours un coup d'avance parce qu'il est apiculteur éclairé. Et il voit bien que ça démarre tout tôt. Et il voit bien qu'il y a des trouées de mielés. Il voit tout ça. Et nous, on le sait, mais on est un peu hésitant. Puis nous, les premiers, moi, quand j'ai démarré à Rouet Paysage, bon, déjà, j'y connaissais pas grand-chose. J'y connais un tout petit peu plus, mais c'est complexe, le végétal. On a fait beaucoup de conneries, donc on a été très, très prudents. Parce que nous, on est arrivés en tant que technicien, avec mon collègue Bono, on nous a dit, on avait des séquences types quand même. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est là, c'est sur le coteau, c'est argileux calcaire, bah, tu mets cette séquence type. Donc il y avait un peu de tout. Bon, sauf que ça n'a pas marché. Ouais. Et donc, avec le même Bruno, 3 ans après, on s'est dit, bon, on réforme tout ce qu'on a fait, on efface, on s'excuse, on va aller voir les paysans et on va réformer. Et là, on est devenu beaucoup plus draconien, beaucoup plus local, et on est vraiment à l'origine de ce label végétal local, etc., etc. Sauf que les choses ont bien changé, sauf qu'il est plein de plantes qui sont déjà dans les parcs, qui sont déjà dans les jardins, qui sont acculturées, et bizarrement, c'est un refuge absolument incroyable. Donc on a décidé, d'ailleurs on a discuté de ça avec des enfants des arbres pas plus tard qu'en début de semaine, d'autoriser, de proposer 5% de plantes, appelons-le exotiques, on s'en fout un peu, dans nos projets. Toujours sous contrôle, de plantes qui ne posent pas de problème, mais bon, moi j'affirme qu'il n'y a pas de plantes exotiques et il n'y a pas de plantes envahissantes. Non seulement je le dis, mais en plus je le démontre. Et assez facilement... Par rapport à ton livre aussi, oui, c'est un peu ça que tu veux dire. Ben, mon livre, il démontre que toutes les 50 plantes qu'on a traitées, il y en a 45 qui sont considérées comme envahissantes et que finalement, non, elles réparent des problèmes que l'on a du mal à voir, que l'on a du mal à comprendre et à accepter. La renouée du Japon en premier lieu. Les masses d'eau sont toutes dégueulasses, toutes polluées, toutes pourries, et on voudrait arracher cette plante qui les restructure, qui les rééquilibre et qui les dépollue. Bon, voilà. Alors, bien sûr que ça donne lieu à quelques ajustements, hein, mais la Jussie, enfin plein d'autres, quoi. Hein, Elles ont tout leur rôle. Hein. Eh bien oui, le bassin versant va pas bien, et toi tu voudrais au fond de l'eau essayer d'enlever une plante qui... Donc du coup 5% de plantes, je sais pas, je pense aux mélias, je pense aux savonniers, je pense aux sophora, je pense aux chèvrefeuilles fragantissima, aux pistachiers bien évidemment, etc. Donc après il y a la question du gel, il y a la question du chaud, la question du froid, la question du... Il y a plein de questions qui se posent, donc on y va doucement, mais oui, il faut faire bouger les curseurs. Oui, on peut aider à cette accélération parce que ces chocs climatiques vont beaucoup trop vite, en tout cas pour nous, comme pour le... J'aime aussi, puisque je le nomme, citer Yves Darricot, qui nous rappelle à notre bon souvenir de se dire que nous sommes un peu les apôtres, même si c'est complètement con de dire ça, mais de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui tout est sous contrôle. On voit bien qu'il y a des champs à perte de vue, donc on fait ou on ne fait pas. Mais en tout cas, il est de notre devoir. C'est pour ça que cette régénération naturelle, ronce, berceau du chêne, ça tombe bien, la ronce, ça fleurit l'été. Donc c'est une ressource absolument incroyable. Ici, il y a du lierre qui pousse dans les trognes sans même toucher terre. On est encore dans une culture où on pourrait croire que le lierre fait mourir les arbres. Donc il y a beaucoup à faire. Et je vois que sur la question des envahissantes exotiques, il y a une espèce de blocage. Alors, est-ce qu'on doit faire une traduction politique sur le brassage? C'est une autre affaire. En tout état de cause, oui, on est très ouvert à ça, parce que beaucoup de plantes sont déjà là, et que de toute façon, je reviens à Yves Darricot, il nous dit bien que globalement, les chaînes alimentaires sont
constitué et nourri par les pollens. Et donc d'avoir des zones, des dizaines, des quinzaines, voire des mois où rien ne se passe, de faire crever de faim les insectes et les pollinisateurs en particulier, c'est absolument dramatique, puisque tout se déclenche avec ces bases-là. Donc allons-y prudemment, mais allons-y. Donc là, on fait avec ce groupe-là, donc Végétal Global, qui démarrera probablement en septembre, on va faire ce travail d'acculturation, plutôt que de dire il faut faire ci, il faut faire ça, de tous les 15 jours, je pense, de présenter une plante, d'en donner les limites, mais de mettre aussi en proposition cette nouvelle donne-là. Et c'est réfléchi aussi avec le dérèglement climatique, les très chauds, les très froids. L'idée c'est ça. L'idée c'est que faut pas que ça parte dans tous les sens. Il est plein de régions où on dit on va planter des plantes méditerranéennes, sauf qu'elles vont toutes geler. Parce que le dérèglement, en tout cas, c'est vraiment des grandes amplitudes extrêmes, et puis des gels tardifs. On l'a vu, là on est dans une agroforêt de mûriers, mais nos premiers essais de mûriers il y a quelques années dans les bas-fonds, ils ont tous gelé. Alors ils sont repartis, mais ils ont quand même tous gelé, etc. Donc, probablement que les provenances n'étaient pas les bonnes, qu'il n'y avait pas cette adaptation locale, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis entre nous, mais cette cote des 5%, pour qu'on ne prend pas trop de risques, mais par contre on amène des ressources, on amène des essais, des compléments, somme toute intéressants. Et puis tu parlais des agrumes, mais oui, bien sûr, notamment, oui, bien sûr. Ouais, très clairement, oui. Et dans le local, est-ce qu'il y a un arbre qui est beaucoup utilisé, ou 2-3 arbres que tu peux nous citer pour les gens justement qui veulent... Ah oui, de toute façon le local, ce qu'on appelle le local, c'est le même, strictement le même partout en Europe. Très clairement, à peu de choses près, sauf dans les zones où vraiment ça dégèle jamais, ou les extrêmes méditerranéens, le reste c'est à peu près le même. Je peux citer une plante qu'on ne connaît pas assez à mon goût, qui est l'érable champêtre par exemple. L'érable champêtre qui est très mellifère, enfin toutes les plantes le sont en plus ou moins globalement, mais l'érable champêtre, petite feuille, hyper rustique, hyper plastique, on va le trouver à la fois les pieds dans l'eau, dans la ripisyle, puis sur le coteau argileux, voire calcaire très exposé, qui va basculer vers l'érable de Montpellier quand vraiment il fait très très chaud et qu'il n'y a vraiment que du calcaire, etc. Mais oui, je peux en citer plusieurs. Oui, justement, pour donner aux gens un peu des... Je ne sais pas s'il faut lever la main. Ouais. Non, mais je vais en citer 2 ou 3 parce que, par exemple, j'ai en particulier, je me suis rendu compte un jour quand même que nous, on faisait de la confiture à la ferme, on faisait de la confiture en abondance avec une plante qui pousse toute seule qui s'appelle la prune à cochon. La prune bleue ovale, et qu'elle n'était pas produite. Et d'ailleurs, elle est rare, c'est le Prunus domestica, prunier domestique. On en a vu en Corse la semaine dernière encore, mais elle est quasiment pas produite. On a tout mis sur un porte-greffe qui s'appelle le prunier mirobolant, qui est une forme générique. Le prunier domestique, c'est hyper intéressant. Ça drageonne juste ce qu'il faut, comme il faut. Ça fait une prune absolument incroyable, qui est juste acidulée, etc. Un autre qu'on a remis un peu au goût du jour, qui est plus du sud, mais enfin il monte assez loin, pareil, qui était quasi pas produit, à part une pépinière du côté de Metz, au bord de l'étang de Thau, là chez Philippi, pour le nommer, le chèvrefeuille d'Étrurie, le Nicera etrusca. Voilà une plante qu'on trouve ici partout sur les talus, dès qu'il y a un petit peu d'exposition. Qui est arbustive en fait Ouais, qui est arbustive, c'est un chèvrefeuille arbustive, c'est pour ça que je le nomme, parce qu'il est peu connu, il est très beau. On est aussi dans le projet agroforestier des couleurs, des senteurs, d'attirer du monde la nuit, de faire vivre cet écosystème, etc. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Après les grands classiques, les aulnes, les sureaux, les frênes, les noisetiers, le charme, etc. Super. Comme ça donne un peu une idée de... Moi j'ai une petite faiblesse, je te le dis maintenant, on est dans les arbres, c'est ta question, j'ai une petite faiblesse pour l'alisier terminal, Sorbus terminalis. Petite faiblesse parce que je pense que, comme tout le monde, j'en ai coupé sans le savoir dans les bois, quand on faisait le bois de chauffage ou le bois pour faire le pain, et que c'est un arbre précieux. C'est l'arbre aux grives, qui fait une feuille très découpée, comme certains érables, qui a une belle pigmentation à l'automne, et qui fait ces petites alises là, qui ressemblent à des olives marron, etc.,
qui est un bois qui a une valeur absolument incroyable. Donc j'invite à connaître la famille des sorbiers, la lisier, alors le cormier aussi, hein, le Sorbus domestica, qui est pas en voie de disparition, mais qui peine un petit peu à se propager. Donc un petit regard attentif sur ces plantes, qui sont en plus des plantes fruitières, exploratrices. C'est aussi un message sur la question du bois, de son usage, du retour de l'usage du bois, et de dire qu'il est peu de bois précieux qui leur arrive à la cheville, mais on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on a du bois précieux chez nous et qu'on continue à les piller le reste du monde pour aller les chercher. Donc dans ce projet agroforestier qui nous anime, des trognes, de la grande culture, du jardin, de la viticulture, des zones d'élevage, c'est aussi de remettre toute cette diversité, puisque diversité c'est un peu notre fil conducteur depuis tout à l'heure, cette diversité de formes, d'usage et de valorisation. Il n'y a pas que les trognes, c'est un pilier, mais il n'y a pas que les trognes. Oui, puis ça me fait penser aussi à tout le reste qu'il y a autour, les artisans qui vont travailler le bois, etc. Ça aussi dynamise les artisans locaux, quoi. Un territoire agroforestier, c'est un territoire qui produit de la nourriture, qui produit de l'emploi, qui produit de la diversité, qui produit des valeurs non délocalisables. Et ça, c'est une sacrée valeur. Ouais, je crois. Ouais. Super. Et donc là, si tu voulais concevoir ton jardin-forêt, ou si par rapport au jardin-forêt que tu as déjà, tu aurais mis un peu tout ça? Tu aurais d'autres essences à partager? Comment tu concevais? Là, si tu avais un jardin-forêt à faire, par exemple? Là, tout de suite, si je fais un jardin-forêt? Ouais. Oh ouais, écoute... Petit défi. Ouais, je pense que je travaille sur une dizaine d'étages assez facilement. Je suis un grand adepte des mini-trognes, des trognes qui feraient 50 cm de haut. Des trognes de saule, parce que j'aurais un jardin-forêt à faire dans un sol un peu perturbé, que je récupère. Donc le sol, pour redynamiser le sol, ça marche bien. On peut faire des préparations, on peut faire des paniers, on peut refaire des boutures, enfiler aux copains, etc. La vannerie, c'est pas une mince affaire, ne serait-ce que pour récolter les pommes. Donc je ferai des mini-trognes, je ferai des trognes à 2 mètres protectrices. Dans cet assemblage, j'y mettrai des arbres fruitiers avec des porte-greffes nains, pas trop grands, que je palisserai à moitié. Au-dessus, je mettrai des arbres fruitiers de plein vent. Je mettrai des pommiers, je mettrai des poiriers. Je mettrai aussi des merisiers pour attirer les oiseaux. Et pour couper les vents dominants, je mettrai 4-5 merisiers assez hauts. Ça veut dire aussi que j'accepte de nourrir les oiseaux, mais de mettre une fleur précoce pour faire rentrer de la vie assez prématurément. Je n'hésiterai pas à mettre tous les petits fruits possibles en fonction d'où tu me demandes de faire ce jardin. Si je suis vraiment très au sud, très exposé sur un tas de cailloux, comme j'ai l'habitude de travailler, on travaille beaucoup dans l'aridité. Si je remonte un petit peu les latitudes, autour de ce jardin-forêt, je ferai une haie plessée. Sur laquelle je ferai courir des clématites, des bignonnes, des chèvrefeuilles. Je mettrai beaucoup de fleurs, beaucoup de vie. Et au-dessus de ça, ma haie plessée, elle ferait... je me pose des questions compliquées, mais je vais y arriver. Enfin, je vais essayer d'y arriver. Ma haie plessée, elle ferait 1,60 m de haut, j'ai un peu de vue. Puis tous les 4-5 mètres, je mettrais une trogne à nouveau. Plesse-trogne. Je remettrai, là je sèmerai un pêcher de vigne, puisqu'il est assez fixe le pêcher de vigne, donc le pêcher qui va sortir dans ma plesse m'intéressera beaucoup. Et puis entre une trogne, mon pêcher de vigne et à nouveau une trogne, raisin de table, là je mettrai tous les 2 mètres, je mettrai un pied de raisin de table sans traitement, hyper qualitatif pour parfaire un petit peu la chose. Donc là, j'ai organisé, je ferai sûrement, j'aime bien les points forts dans mes projets, j'aime bien les points forts, les aménagements. Donc je mettrai un rond d'arbre, je mettrai 5-6 tilleuls que je laisserai monter pour cultiver dessous des plantes d'ombre. Au milieu, j'y mettrai un petit point d'eau, la mare vitale nécessaire. Alors est-ce que j'arriverai à cultiver des plantes aquatiques comestibles? Je vais essayer en tout cas, Et puis là, j'ai déjà 7-8 niveaux. Je ferai en sorte de mettre des peupliers. Je ferai en sorte de mettre des peupliers, des saules.
puisque visiblement le sol le permettrait, d'en tailler beaucoup certains pour produire des champignons. Pour produire des champignons, je ferai en sorte de faire des trognes un peu sévères, un peu dures, créer du bois mort, créer de la vie pour toutes les raisons qui participent à ce jardin, mais aussi parce que du coup, je produirai des pleurotes. Et si je suis en Savoie, si je retourne en Savoie par exemple, là on l'a fait, je produirai des morilles en faisant des trognes. On a vu des morilles sortir partout, donc moi je le savais, mais il y en a, ça les a un peu surpris, qu'il y avait une indexation assez forte. Donc je mettrai évidemment dans ce jardin, j'y mettrai la strate des champignons qui me paraît fondamentale. Après il y a d'autres façons d'inoculer dans des morceaux de bois des champignons, mais on peut le faire aussi naturellement et spontanément. Je laisserai s'installer le lierre. Je travaillerai beaucoup avec les lianes. Ouais. Plus ça va, plus je m'occuperai de travailler avec des lianes, évidemment pour la plupart comestibles. Je m'essaierai à quelques agrumes qui passent et qui résistent à -6, n'est-ce pas? Donc j'hésiterai pas une seconde. J'irai chercher les amandiers. Je mettrai quelques frênes à fleurs aussi parce qu'ils apportent des ressources bien particulières. Naturellement, je continuerai la collection que j'ai un peu perdue par faute de temps, mais bon, de plantes sauvages perpétuelles. Je pense à l'ail, je pense à l'oignon, je pense au poireau, je pense à des salades et autres pour aussi de faciliter la gestion, faciliter la récolte. J'y installerai en bonne place de la rhubarbe parce que j'aime beaucoup ça. Autant planter ce qu'on aime. Autant planter ce qu'on aime. Je ferai en sorte que les poules y passent, pas souvent, mais 2 fois par an pour venir un petit peu à la fois nettoyer, entre parenthèses, même si j'aime pas le mot, et enrichir le milieu. Alors, j'ai bien dû oublier quelques plantes, mais voilà. C'est déjà un beau jardin. Je ferai ça, mais il y aurait vraiment... J'aime bien l'idée de la structure et quelque part... Avec beaucoup de trognes, ouais. Oui, les trognes ici nous le disent. Ils nous disent, bon, faut me tailler plus souvent, mais d'avoir des lianes qui les lient, qui les relient, et d'avoir du raisin à l'ombre au-dessus. Et les années où j'ai besoin de beaucoup de lumière au printemps, je taille beaucoup ma vigne. Les années où je veux faire des bandes, où je voudrais de la salade un peu toute l'année parce que je fournis le resto à côté, je laisse ma treille de vigne assez dense, j'ai beaucoup de raisins et dessous je peux travailler des plantes au feuillage un peu plus fragile et ça c'est intéressant. Je fais mes mesclins là que je récolte sous la treille de vigne, donc ça c'est pas mal, ouais. Génial, et puis ça... Je le ferai comme ça. Ouais. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ça fait jouer l'imagination. C'est génial. Merci, écoute. On arrive sur la fin de l'interview. Juste une dernière question avant les trois dernières questions. Du coup, on va où avec cette agriculture, avec cette agroforesterie? Combien de temps ça va prendre là pour qu'on voie des arbres dans les champs du ciel? Vu du ciel, ça prendra quelques années. Par contre, l'agroforesterie, moi j'aime à dire que c'est rentable le premier jour. Parce que c'est le déclic, parce que c'est le déclenchement d'une vision holistique, globale et surtout agronomique. C'est-à-dire, je plante quelques arbres, je couvre mes sols, je mets toujours l'agroforesterie comme une pièce maîtresse de l'agroécologie. Je dis pas toujours mais là j'ai beaucoup milité pour ça, ça a été un combat. C'est-à-dire, Alain, pourquoi tu veux qu'on s'occupe d'agroécologie ? Parce que mettre un arbre dans un désert, ça reste un désert. Il y a un arbre dans un désert, mais ça ne sert pas le champ et ça ne sert pas l'arbre. Et oui, les arbres, ils ont besoin de coopérer, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin de sols couverts, ils ont besoin de sols prospères, etc. etc. Et de toute façon, parce que, y compris ici, la pente est faible, mais si vous me labourez entre les trognes ici, et qu'il fait un gros orage, le sol va se barrer. Et pourtant, il y a plus de 100 arbres à l'hectare et le sol va se barrer. Donc l'arbre n'est pas une réponse absolue à tous les maux de l'agriculture. L'arbre dans l'agroécologie, donc avec les sols couverts, oui. Donc ça, c'est l'objet. Et on va vers là. Donc moi, je le vois bien. Évidemment, ça ne va pas assez vite. On n'a pas changé d'échelle. Je le vois bien.
parce que ça répond assez vite, ça répond assez bien. La régénération naturelle nous permet d'accélérer. Je veux dire, en bord de fossé, les frênes, les chênes, les érables, ils poussent à une vitesse folle. Ça veut dire que 5 ans après, on a déjà de la biomasse, et c'est aussi notre sujet. Aller chercher la biomasse vertueuse, hein, pas tout foutre par terre, tout récupérer, tout prélever, etc. Voilà, on la voit comme ça, et ça sera avec ou sans l'agroécologie, l'agriculture. Donc on est toujours à une période charnière, mais parce qu'il y a un point bloquant quand même, j'ai l'impression, qui fait que oui, tout le monde n'y passe pas. Il y a un point bloquant, on n'a pas changé d'échelle. Il y a plein de points bloquants, hein. Il y a un exode rural qui existe encore, une disparition des paysans, un foncier qui est hors de prix, des marchés qui sont très complexes. C'est-à-dire s'installer aujourd'hui en agriculture, pour faire quoi, comment, dans quel niveau de rentabilité, même s'il y en a plein, et heureusement qui s'en sortent bien, mais le bruit de fond n'est pas extraordinaire, et ça c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pas la réponse sur la question. De toute façon, on peut jamais prédire l'avenir, c'est sûr. Voilà, on n'a pas la boule. Faire le passé, c'est facile. Ouais. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, je vois qu'il y ait plein de conseillers, plein de paysans, plein de démonstrations, plein de choses visibles pour que ce mouvement. Je pense que je pense que les bases sont posées. On voit à peu près ce qui marche pas, la traduction. Enfin, je veux dire, on fait de l'agroforesterie sur des bases ancestrales. Alors il y a de la recherche, il y a du bon sens paysan, il y a des bases ancestrales, mais dans toutes les filières, c'est aujourd'hui bien étayé, bien structuré. Mais il faut un levier, et il faut espérer qu'il y ait un mouvement de fond de jeunes agroforestiers qui s'installent partout, sur toutes les échelles. On a beaucoup parlé de ces échelles, et c'est intéressant, et c'est pour ça qu'elles sont toutes complémentaires. On réfléchit en ce moment, du coup, on réfléchit à le nom de code, c'est une appli. Est-ce que ça sera une appli ou pas? Mais peu importe, puisqu'on est beaucoup connectés par définition, mais une appli des produits de l'agroforesterie, c'est-à-dire en leur donnant une visibilité où en 2 clics, on doit pouvoir trouver un produit et le faire arriver sur une table. Évidemment le plus proche possible, etc. etc. On est encore dans une logique où il y a 64 labels, marques et démarches, mais dans les 64 labels qu'on a dans l'Hexagone, il n'y en a pas qui prennent en compte l'arbre, quoi. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de puni dans cette histoire d'agroforesterie. On peut produire, on peut protéger, on peut paysager, on peut perdurer. On peut s'inscrire vraiment dans la pérennité. Et c'est aussi ça le problème agricole, c'est qu'on est beaucoup dans des crises, on est beaucoup dans des contraintes, on est beaucoup dans une victimisation, je le dis, de beaucoup de secteurs. Et il faut passer, je crois, d'une agriculture de la sanction, d'une agriculture de la répression à une agriculture de la proposition. Mais ça veut dire, c'est une question de l'émancipation, probablement. Il faut qu'on se mette en proposition, parce qu'en réparation, ça ne marche pas. Essayer de réparer une masse d'eau, réparer un oiseau qui n'est pas là, c'est compliqué, etc. Et dans là aussi, l'agroforesterie est une proposition pour une agriculture qui dure, une agriculture diversifiée, qui produit un peu plus. On produit un peu plus dans les systèmes agroforestiers. Et ça coûte moins cher. Donc on a mis beaucoup d'indicateurs de résultats. On est beaucoup sur les objectifs de moyens. On est passé sur les indicateurs de résultats pour montrer, le plus simple, c'est l'œuf agroforestier. Je veux dire, ça coûte moins cher en grains, moins de pathologies, moins de stress, moins de toxines pour avoir des œufs plus réguliers. Et qui, quand tu les ouvres, ils sont oranges, ils ne sont pas jaunas délavés. Ils sont oranges, donc très riches en nutriments, avec les bons oméga. Mais c'est normal, quand la poule elle a mangé de l'herbe, des insectes, des vers de terre, des mûres, du mûrier, des feuilles, des baies, des prunes, du prunier domestique dont on parlait tout à l'heure, c'est pas le même œuf. Il est de plein air, sauf qu'il y en a un qui est vraiment agroforestier. Donc on vise à faire reconnaître en se disant un levier parmi d'autres. Si le produit est reconnu, le mangeur, celui qu'on appelle le consommateur, le mangeur, quelque part il attend ça. On dit ouais, les consommateurs se foutent. Je pense que si on leur raconte une histoire vraie, qui est un sujet de société, qui est un objet très précis, en mangeant cet œuf, vous améliorez le sol. Donc vous stockez du carbone, et avec tout ce qui se dégage derrière dans les chaînes élémentaires, il y a fort à parier qu'il y a un paquet de gens qu'on prend pour des consommateurs qui vont chercher toujours le prix le plus bas. Il y a un paquet de gens qui vont dire mais attends, pourquoi je vais chercher le prix le plus bas et
est-ce que le produit sera plus cher? C'est une vraie question. Mais là, tu me fournis un œuf qui sauve vraiment la planète, donc ma peau. Tu peux me le montrer? Ben ouais, regarde, en 3 clics. Et donc, du coup, le produit de l'agroforesterie peut aussi, souhaitons-le, déclencher des vocations supplémentaires pour des agriculteurs, de dire, ah ben voilà, mon produit maintenant il existe, parce que on le voit sur les 30 000 fermes à peu près avec lesquelles on a travaillé ou avec lesquelles on travaille dans nos différentes unités au titre du Centre national d'agroécologie. Il n'y en a qu'un quart qui fait un produit fini qui est visible sur un étal, sur un marché ou sur un salon. Les autres, c'est fondu dans la masse et c'est dommage. C'est vrai. C'est un peu dommage. Donc il y a encore ce travail à faire sur l'acte politique que tout le monde connaît, c'est bien dans l'assiette. Est-ce que mon canon sauve le vigneron et le sol? Est-ce que mon œuf, est-ce que ma patate fait la même chose? La politique de l'assiette, ça tombe bien, on y va 2 ou 3 fois par jour, paraît-il. Ok, super. Et toi alors, tes projets futurs, comment tu vois les choses? Moi, mes projets futurs, donc je suis à mon compte, parce que j'ai besoin de beaucoup de liberté, moi. Ouais. Tu vois, tu fais beaucoup de choses aussi. Libre d'être avec toi ce matin, d'être hier à bosser sur un bouquin, la semaine dernière en Corse, la semaine prochaine en Bretagne, libre de voyager, ça m'inspire beaucoup, d'aller voir tout ce qui se passe. Quand on me demande, j'essaie de répondre, d'aller voir, parce que j'ai beaucoup donné, mais on m'a beaucoup donné aussi. J'ai beaucoup vu, et c'est important de le rappeler. J'ai fait le choix de ne pas être agriculteur, j'aurais dû être agriculteur, j'ai fait le choix de ne pas être agriculteur parce que j'étais très investi dans ce métier, et qu'à l'époque j'avais des représentations à Paris, à Bruxelles, que ça me passionne et que ça me passionne toujours, donc c'est con d'arrêter. J'ai fait le choix de ne pas m'investir dans ce métier parce que j'ai vu aussi que les agriculteurs le faisaient très très bien. Tous les agriculteurs de nos réseaux, probablement mieux que ce que je l'aurais fait moi. Donc j'avais même pas ce complexe de bien faire. Parce que je disais, faut faire bien, il faut montrer l'exemple. Non, c'est bon. Lui, en poulet, il fait un travail incroyable. Lui, en maraîchage, il est génial. Lui, et j'en ai évidemment beaucoup autour de moi et autour de nous. Donc moi, je continue. Ce qui m'anime maintenant, c'est évidemment la transmission. Mais la transmission dans une courroie, tous les gens avec qui je bosse, ou les gens conformes, justement là j'étais avec notre unité de Corse qui est en train de devenir un centre technique agroforestier, il y a une dextérité, une volonté d'y aller, puis des savoirs conjugués, donc moi mon métier, c'est mon vrai métier, tu veux que je te dise ce que c'est mon métier? Mon vrai métier, moi, c'est metteur en scène des bonnes idées des uns et des autres. Je passe mon temps, c'est pour ça que j'ai un gros réseau, et je passe mon temps à les voir, à discuter, et c'est pour ça que je connais beaucoup de monde. J'ai publié une 15aine de bouquins, mais l'avenir pour moi, à 55 ans, c'est la transmission. La transmission, c'est-à-dire de monter des petites choses, des petites formations, des petites géométries. On a beaucoup de demandes, donc du coup, il faut le... Et c'est quoi qui t'anime alors ? C'est quoi qui fait que tu veux continuer à... Moi, ce qui m'anime, c'est qu'on va y arriver. On va y arriver parce que tout ça est positif. Ce qui m'anime, fondamentalement, la phrase n'est pas de moi. Ce qui m'anime, c'est que tout le monde attend l'agroforesterie sans le savoir. C'est pas de moi. Mais, mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Petit clin d'œil à Denis. Mais ouais, tout le monde attend ça, mais personne ne sait qu'on attend l'agroforesterie. Donc voilà. Donc, moi, très modestement, je continue à prendre des contacts, à regarder. Il y a des gens, je les appelle, je peux venir voir. La plupart nous contactent, mais parce que j'ai vu, j'ai compris, j'ai entendu que vous aviez fait des choses. Donc il faut vraiment qu'on se mette en dialogue. Et puis ouais, l'insertion, parce qu'il y a plein d'individus, souvent pour des raisons familiales, disons-le, qui sont au bord de la route, quoi. Moi, j'ai jamais été au bord de la route, mais qui sont au bord de la route, et putain, il suffit de leur tendre une main. Là, je vais avec les vignerons du vivant en Libourne, Saint-Émilion, justement, à Cheval Blanc, la semaine prochaine. On tend juste une main, et les gens dans le végétal, ils se régalent, quoi. Mais ils se régalent, ils se révèlent, ils en redemandent. Je parlais de curiosité, donc on crée vraiment des vocations. Alors, vers le métier de l'agriculture, il y a du potentiel, il y a de l'intérêt. L'agroécologie, c'est aussi c'est un nouveau souffle dans la vie. Il y a moins de pénibilité, a priori, et puis il y a une visibilité. On parlait... je
crois que c'est une phrase que j'ai pas finie tout à l'heure, donc je la finis maintenant, mais les agriculteurs qui sont aussi vachement touchés par la beauté, par la diversité, des mornes plaines, tout seul dans une morne plaine, dans un tracteur climatisé, au bout d'un moment tu pètes les plombs. Ouais, Et il y en a des agriculteurs qui nous font planter des haies aussi parce qu'ils ont envie de voir des oiseaux. Et c'est intéressant de se dire, Francis Allais vient de sortir un bouquin sur la beauté du vivant, quoi. Je veux dire, c'est magnifique. Ouais. Donc il y a tout ça qui se joue, mais à nous, parce qu'on a le codage, on n'a pas la solution, on a le codage, à nous de continuer. Donc moi, ce qui m'anime, et après, parce que j'ai publié 15 bouquins et j'en ai écrit qu'un pour l'instant. Mais en réalité, j'en ai écrit un deuxième et je suis déjà sur le troisième, avec Florent Gendre qui habite à 500 mètres d'ici d'ailleurs. On continue, ouais. Moi, je consacre une journée par semaine, puisque je me donne le temps que je veux, une journée par semaine à l'écriture, parce que finalement, beaucoup d'accumulation. Donc là, on est en train de travailler sur un petit précis de l'agroforesterie qui redonne un petit peu ces pièces essentielles à ce que peuvent être et où peuvent être ces arbres du jardin à la grande plaine. C'est précisément ça l'objet. Super, génial. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager? Alors, on a parlé un peu de tes livres, mais un livre ou une musique, je ne sais quoi, qui t'a marqué dans ton parcours? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Oui. Le livre qui m'a marqué, puisque c'est une question que tu m'as envoyée, donc j'y ai réfléchi, mais j'y ai pas réfléchi plus que ça. Le livre qui a dû me marquer, c'est un livre de Francis Allais, en l'occurrence, c'est Éloge de la plante. C'est Éloge de la plante parce que moi j'avais une culture agricole visuelle, pratico-pratique. J'avais une grande culture de la mécanique puisque j'en ai fait 5 ans. J'avais beaucoup de dextérité dans ce métier, mais ça ne m'intéressait plus. Quand j'ai découvert, il y avait la bibliothèque de mes parents qui était assez remplie, parce qu'il y avait Fukuoka, il y avait des trucs comme ça, donc c'était puissant. Je ne les avais pas lus, mais ils étaient là. Ils m'accompagnaient malgré tout. Francis Allais, parce que c'est un bon vivant, parce que c'est un bon copain. Il est devenu après que j'ai lu le livre. Quand j'ai lu le livre, j'ai demandé à le voir. Et j'ai dit, mais pourquoi vous me répondez? Il me dit, parce que moi, tous les gens qui s'intéressent aux arbres, c'est pour ça que je le fais maintenant aussi, très modestement, mais tous les gens qui s'intéressent aux arbres, je leur réponds. Et on est devenus très très copains. On est d'ailleurs en train de préparer un bouquin ensemble. C'est le 4 ou 5e, je ne compte plus maintenant. Sur les phytopratiques, c'est-à-dire sur ce que font les paysans avec les arbres, comment les paysans améliorent les arbres. Donc en ce moment, on travaille avec Francis sur cette hypothèse d'ouvrage. Mais Éloge de la plante, pour moi, c'est vraiment une révélation, parce que jusque-là, tu vois un arbre, tu vois une tomate, tu vois une patate, tu vois du maïs pousser, des vaches manger de l'herbe, et là, tu te dis, oh putain, mais quel univers! Mais ouais, c'est vrai que finalement, quand même, pour qu'il y ait un truc, un pépin, que tu mettes là, que ça fasse un pommier, que ça refasse des pommes, et qu'il y ait une fleur, et qu'il soit polé... C'est fou. Qu'il y ait autant de générosité, d'inventivité, etc. dans le végétal. D'ailleurs, j'en ai discuté avec le même Francis Allais quelques années plus tard. Il me dit, non mais Alain, si tu veux travailler sur le renard, c'est facile. Le renard, c'est un début, une fin, une gueule, ça chie, machin. Par contre, tu travailles sur le végétal, tu verras, le génome évolue, le machin bouge. Le végétal, c'est un monde absolument incroyable, génial, infini. Donc ouais, j'insiste, mais Éloge de la plante, ça a été la bascule pour moi en disant, ah ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à aller voir les autres, parce que si on veut le faire un peu bien, ce métier, il faut bien s'entourer, aller voir la diversité, aller voir... c'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs Marc-André Sellos chez Francis Allais, en faisant cuire des patates dans la graisse de canard. Tu vois, c'est un truc assez... C'est comme ça qu'on est devenus très copains aussi avec Marc-André Sellos. J'ai eu le plaisir de publier les premiers ouvrages. Éloge de la plante. Lisez, relisez Éloge de la plante. Après, il y a Plaidoyer pour l'arbre. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Mais un petit fascicule, poche. Et là... 250 pages de bonheur absolu. Entrer dans le monde du végétal. Et c'est important, et je profite de ta question, c'est important parce que je pense qu'on a fondamentalement, moi qui ai fait de la mécanique, je pense qu'on a fondamentalement des réflexes de génie
mais qui sont de génie informatique, de génie chimique, de génie civil, de génie hydraulique, de génie je sais pas quoi. Mais le génie végétal, c'est tout autre chose. Je le vois un peu en ce moment avec le mouvement de fond. On parlait des modes sur le Polonia, mais le mouvement de fond autour de l'hydrologie régénérative, qui est hyper intéressant, c'est la base. Sauf que foutre des trous, des tranchées partout sans avoir une vision globale agronomique, ça reste du génie civil. Et moi, je pense qu'il faut du génie végétal, en premier lieu. Super. Génial. Un dernier mot pour les générations futures, pour finir? Oui, bien sûr, les générations présentes, futures et à venir. Oui, je sais pas, pour discuter avec pas mal de monde, il paraît qu'on est dans un monde anxiogène. Bon, alors moi, je m'en rends pas... Enfin, je déconne, hein, mais oui. Quand on est dans l'action, j'ai l'impression qu'on s'en rend moins compte peut-être, non? Peut-être, oui. Ouais, mais en tout cas quand on voit des jeunes qui disent « je sais pas si je vais faire des gosses, je sais pas si je sais pas où je vais », et ouais, ce génie végétal, citons Ernst Zürcher qui nous dit que les nuances de vert nous font du bien, que la structure même de l'arbre, la droiture de l'arbre nous équilibre, que quand on marche dans la forêt, le rythme cardiaque ralentit, etc. etc. Donc de cette invitation à sortir un peu des écrans, bon ça c'est un peu gratuit, mais de prendre le temps de la contemplation, de l'écoute, de l'odeur, et le message pour les générations à venir, c'est de dire que notre avenir, c'est la photosynthèse et qu'aujourd'hui, on est capable de la multiplier par 3, et il faut la multiplier par 3. C'est pas le dire, le sujet, c'est mange pas de viande, prends pas l'avion, fais pas ci. Enfin, ce message punitif me gonfle au plus haut point. Il est limite justifié. Moi, ce qui m'anime vraiment, il suffit de regarder des travaux un peu sérieux, alors chacun les travaux sérieux qu'il arrange, mais on manque de photosynthèse, les amis, on manque de photosynthèse. Planter, laisser pousser. Si on veut refroidir l'emballement climatique, c'est de faire de la photosynthèse. Il n'y a que la photosynthèse qui refroidit. Donc c'est ça, et on le voit, en tout cas je parle de l'Hexagone, que je connais un peu, même si je voyage un peu plus loin, mais c'est facile de prendre ce champ, de mettre une haie là, de laisser pousser là-bas. Tout ça, c'est assez facile. C'est peut-être ça notre problème, c'est que c'est un peu facile de se dire que la solution, elle passera par le végétal, très clairement. Derrière le végétal s'enclenchent tous les grands cycles, toutes les grandes chaînes. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais on en parlait tout à l'heure, recréer de l'emploi massivement, etc. Des cadres de vie, de la volonté de... Ici, on est dans des campagnes, on traverse des villages, il n'y a pas un chat dedans, quoi. Il y a quand même encore une concentration vers la ville. Donc, c'est un message simple. C'est aussi, j'ai un projet comme ça de 52, je ne sais pas à qui je vais proposer ça, parce que je vais garder ma fonction d'éditeur, 52 actions à mettre en œuvre, c'est-à-dire une par semaine. La première d'entre elles, c'est de maximiser et d'être les ambassadeurs de ce retour absolu. C'est aussi parce que quelque part, la forêt cache encore un peu l'agroforêt. On concentre beaucoup sur la forêt. Non, il faut des arbres au bord des routes, il faut des arbres au bord des champs, il faut des arbres au bord des fossés, il faut des arbres au bord des chemins, il faut des arbres entre les parcelles, il faut des arbres au milieu des parcelles, il faut des arbres au cœur des villes. On travaille beaucoup les cœurs de ville en ce moment, où les seuls arbres qu'on va planter, ce sont des trognes, puisqu'il y a tellement peu d'espace. Et surtout, on va planter des lianes. Et des lianes qui vont couvrir des pans de murs pour fixer des poussières, pour ramener des couleurs, des senteurs, etc. Donc, de la photosynthèse, de la photosynthèse, de la photosynthèse et de la photosynthèse. Super. Alain Canet, merci. Bien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, c'était un grand plaisir sous les trognes.